agonie de 3600 secondes. Elle n'y résiste plus, il faut sortir de ce doute horrible. Si Espérance s'est trompée d'heure, s'il a tardé. Oh! Tarder quand il s'agit d'un pareil intérêt. Enfin tout est possible, mais Gabriel au moins le saura. Elle court chez Espérance, la rue de la Cerisaie n'est qu'à 100 pas. Elle arrive. Les portes sont ouvertes. C'est cela, ses chevaux vont sortir. Non. La cour est sombre, vide. Pas une lumière, pas une créature, pas un bruit dans le palais. Gabriel sent battre son cœur de la première inquiétude qu'elle ait encore éprouvée. Raison de plus pour qu'elle avance. Elle avance en effet. Au péristyle, rien encore. Toujours des portes ouvertes. Une lumière au fond des vastes corridors. Gabrielle n'écoute que son ardent courage. Elle marche. Devant elle est une chambre fermée de portières, par l'entrebâillement desquelles filtre un rayon lumineux. Tant mieux, elle pourra voir sans être vue ce qui se passe dans cette chambre. Deux hommes sont là. Que font-ils? L'un, assis, la tête dans ses mains, l'autre, à genoux, près d'eux, brûle de grands flambeaux de cire. Mais, qu'y a-t-il donc de blanc entre les deux hommes? Gabriel entr'ouvre la portière pour mieux voir. À ce léger bruit, l'homme assis relève la tête, s'écrions, l'homme à genoux se lève, s'épantise. Tous deux poussent un cri en apercevant la duchesse. Entre eux est étendue Espérance vêtue de blanc. Espérance, beau comme l'ange funèbre, est-ce qu'il dort, si pâle? La biche inquiète le regarde, couchée à ses pieds. Gabriel appelle, Espérance. Du fond de ses entrailles, il ne répond pas à cette voix. Il est mort? Elle ouvre les bras, son âme remonte jusqu'à ses lèvres, elle tombe inanimée sur le corps de son amant. Mais elle revint à elle, le calice n'était pas vidé jusqu'à la lie. Elle entendit le récit de la douloureuse histoire. Crillon qui la tenait dans ses bras, la remercia, comme il savait le faire, d'être venu si noblement dire adieu à celui qui l'avait tant aimé. Son dernier mot, ajouta le chevalier, fut votre nom, madame, le baiser qu'il vous envoyait est resté sur ses lèvres. Gabrielle se souleva vivement. Elle s'approcha d'Espérance aussi blanche, aussi froide que lui, et attacha sa bouche palpitante à cette bouche insensible. On eût dit qu'elle cherchait à lui donner sa vie ou à lui prendre sa mort. Crillon eut peur qu'elle n'expirât ainsi, laissant dans cette maison l'honneur fatal qu'Espérance n'avait sauvé qu'au prix de tout son sang. Venez, ma fille, dit-il avec douceur, songez à vous, songez au roi, songez à votre fils. Vous ne pouvez demeurer ici, Espérance ne le veut pas. Où faut-il vous conduire? Gabriel regarda longtemps son amant sans répondre. En sa sublime folie, elle croyait toujours qu'il allait se relever et sourire. Elle l'appela encore une fois, en suppliant Dieu comme jamais personne ne l'a supplié. Mais Dieu n'aime plus assez les hommes pour leur donner deux fois la vie. Espérance est mort, dit-elle enfin d'une voix calme, conduisez-moi chez Ahamais. Tekvi ténèbres il y avait foule chez le financier. Tous les amis du roi, ce qu'on nommait déjà alors tout Paris, s'étaient rendus à l'hôtel de Lesdiguières pour faire la cour à Henri dans la personne de la future reine.
Un beau soleil de printemps épanouissait la verdure dans les riches jardins de Zamay. 30 convives joyeux parcouraient les allées bordées de primevères et de violettes, et chacun demandait avec empressement des nouvelles de la duchesse dont les fenêtres étaient encore fermées. Zamay, contraint, inquiet même, répondait de son mieux. Aux indifférents il disait que Madame de Beaufort, fatiguée du voyage de la veille, reposait encore. Aux intimes il avouait que le sommeil de la duchesse lui semblait un peu prolongé, car midi allait sonner, et depuis la veille au soir qu'elle s'était couchée en arrivant, Gabriel n'avait pas encore paru, ni même appelé pour son service. Seulement un courrier expédié le matin par Gracienne avait porté une lettre de la duchesse à Beson, au Génovéfin. Gracienne interrogée répondait toujours la même chose, Madame dort. Et elle gardait l'antichambre de sa maîtresse. Zamay, de temps en temps, échangeait avec Léonore des regards furtifs. Celle-ci parcourait le jardin en compagnie de quelques seigneurs curieux ou galants qui réclamaient d'elle, les uns des pronostics, les autres des promesses. Est-on bien sûr que Madame la Duchesse ne soit pas indisposée, dit timidement la Varenne, moitié à Zamay moitié à Bassompierre. La Varenne, sans être un aigle, savait souvent lire au travers des nuages, et depuis qu'il croyait au règne prochain de Gabriel, il était devenu tout yeux, tout oreille en sa faveur. Indisposé, s'écria Zamay fort ému, et pour quelle raison, monsieur de la Varenne? Pourquoi indisposé, je vous prie? Faites-moi le plaisir de m'expliquer le motif de cette supposition. Et Zamay, comme tu t'enlèves, dit Bassompierre sans y voir malice. En effet, le Florentin était tout rouge. Je comprends que monsieur Zamay se préoccupe de ce que j'ai dit, ajouta la Varenne, craignant d'avoir déplu. Il s'agit de son hôtesse, et ce n'est pas une mince responsabilité. Quant à moi, si l'indisposition se déclarait, j'écrirais au roi tout de suite. J'ai ordre de tout écrire à Sa Majesté concernant Madame la Duchesse. N'est-elle pas ici dans toutes les conditions possibles de santé, interrompit Zamay. D'ailleurs, nous ne l'avons pas encore vue. Jugeant, monsieur de Bassompierre, Madame la Duchesse est venue hier au soir seule et voilée, elle n'avait pas voulu que j'allasse à sa rencontre au bateau. Arrivée ici, elle parlait à peine. Elle s'est retirée chez elle si vivement, que je ne suis pas bien sûr qu'elle ait salué. Pardieu! Elle était lasse, dit Bassompierre. Elle n'a pas voulu de toi au bateau pour ne pas ameuter la foule. Moi-même, elle m'a envoyé me coucher. Elle m'a dit bonsoir à moi, répliqua la Varenne, mais, sous son voile, je l'ai cru voir très pâle. Je vous assure qu'hier elle se portait comme une rose, dit Bassompierre. J'ose espérer, reprit Zamay, que Madame la Duchesse est, ce matin, ce qu'elle était hier, et sera demain ce qu'elle est aujourd'hui. Gracienne, d'ailleurs, n'a rien dit qui fût contraire, elle dort, voilà tout, et nous l'attendons. Et mais, notre dîner en souffrira, s'écria Bassompierre. Sais-tu bien, Zamay qu'il est midi passé, et que tes cuisines fument déjà comme s'il était temps de se mettre à table. Aurons-nous un bon dîner? Si vous avez les mêmes goûts que Madame la Duchesse, répondit Zamay, vous trouverez la chair excellente. Je vous avoue que j'ai composé ce dîner de toutes choses qui plaisent à notre future dame. C'était ton devoir. Et le roi vous en saura gré, dit la Varenne. D'ailleurs, on peut aimer ce qu'aime Madame la Duchesse, elle a si bon goût.
si je savais faire des vers, s'écria Bassompierre, j'en ferais tout de suite, je les jetterais dans la chambre de la duchesse gravés sur un œuf d'or, l'œuf rompant une vitre, la dormeuse se réveillerait, et nous aurions plus de chance de dîner. Ces mots furent entendus, saisis au vol par plusieurs estomacs qui commençaient à trouver long le sommeil de la duchesse. Je propose, dit l'un, qu'on établisse un concert de belles voix et de gais instruments, chantant des choses amoureuses sous le balcon. Un jeudi saint, des choses amoureuses. Objecta Zamet de plus en plus décontenancé par le retard de son hôtesse. Et il allait, sur l'avis de Liénore, expédier un nouveau messager à l'appartement silencieux, lorsque Gracienne parut annonçant que sa maîtresse se préparait à descendre. « Il est temps. J'allais écrire au roi, dit la Varenne en s'éventant avec son chapeau. » Le front du Florentin s'éclaircit. Liénore parut moins distraite. Tous les assistants se pressèrent, hommes et femmes, pour avoir les meilleures places au bas de l'escalier. Les meilleures places étaient celles qui permettaient d'obtenir le premier salut et le premier sourire de la duchesse. Les femmes se préparaient à bien examiner la toilette de celle qui régnait déjà en France par son goût exquis, ses magnificences toujours distinguées et l'imagination qui donnait un grand caractère de poésie et d'art à chacune de ses parures. Les hommes, bien qu'ils n'aimassent pas tout la duchesse, peut-être parce qu'elle ne le leur permettait pas assez, se rangeaient cependant volontiers sur son passage pour admirer une des plus parfaites beautés, une des plus constamment neuves que le Créateur eût livrées à l'admiration humaine. Gabrielle parut au haut des degrés, elle était vêtue de noir. Des broderies de jais, scintillant sur le damas sombre, rehaussaient la blancheur transparente de ses mains et de son col. Elle descendit lentement, comme ferait une statue de cire animée par un secret mécanisme. Tout en elle respirait une majesté tellement imposante, sa beauté était si sévère, que le bruit de ses habits sur les tapis donna le frisson à la plupart de ceux qui s'attendaient à réjouir leur vue de sa présence. Ce n'était pas une femme qui sort du lit, mais une reine ressuscitée qui se lève du tombeau. Son visage était rose, ses yeux brillants, mais il ne fallut qu'un coup d'œil à chacun pour remarquer l'éclat de la fièvre dans ses étranges regards, et le rouge dont Gabrielle, pour la première fois de sa vie, avait couvert ses joues. D'ordinaire, la fraîcheur du sang, la sève de la jeunesse distribuaient sur cette peau veloutée un coloris assez vif. À quoi pouvait servir ce fard ? N'était-ce qu'un caprice. Nul ne supposa qu'il pût couvrir une pâleur livide. Pourquoi elle était pâle, cette bienheureuse femme qui bientôt allait monter au trône? Zamet courut à elle et, lui baisant la main, tandis qu'elle saluait l'assemblée. « Oh! Madame, dit-il, on commençait ici à s'inquiéter de vous, mais vous voilà arrivée, chacun retrouvera joie et appétit. Votre santé est bonne, j'espère. » Parfaite, dit Gabrielle d'une voix grave. Quand je vous le disais, s'écria Bassompierre, Madame n'a jamais été plus belle. Le fait est, dit la Varenne, que jamais je n'ai vu un tel éclat à sa magie. Achevez, dit Zamet avec un rire brutal tant il cherchait à paraître sincère. Ce que vous n'osez pas encore dire aujourd'hui, tout le monde le dira demain. Et chacun, plus ou moins Sir Volmont, applaudit au compliment de l'hôte. Vous plaît-il vous asseoir? On dirait que vous vous fatiguez d'être debout, madame, ajouta Zamet. Gabrielle chancelait, en effet. Non, marchons, répliqua T.L., marchons vite.
C'est que, le dîner est servi, madame. Ah, dit Gabriel s'arrêtant tout à coup, le dîner. On n'attendait que vous. Pourquoi m'attendait-on? C'est aujourd'hui jour saint, jour de deuil. Je jeûne aujourd'hui, Zahameh. Ces mots ainsi prononcés firent sur les assistants une impression indescriptible. Chacun regarda la duchesse, dont les sombres vêtements accompagnaient si bien l'austère langage. Mais le plus stupéfait de tous, ce fut le Florentin. Ce mot, jeûne, le terrassa. Il s'oublia au point de chercher des yeux Léonore, qui, debout sur un des degrés, adossé au pilastre de l'escalier, surveillait avec intérêt ou plutôt avec passion toute la scène. Est-il donc surprenant qu'on jeûne un jour comme aujourd'hui, reprit Gabriel. Le roi désire me voir accomplir pieusement les cérémonies imposées cette semaine par l'Église à toute la chrétienté. J'obéis au roi. Oh! J'écrirai cette bonne pensée à Sa Majesté, se dit la Varenne. Bon. Jeûnerons-nous aussi? Murmura Bassompierre. Que ne m'a-t-on prévenu ce matin, au moins? Le roi aurait dû me dire cela hier en m'envoyant avec la duchesse. Il va sans dire, continua Gabriel, faisant sur elle-même un violent effort, que je ne prétends imposer mon exemple à personne. Je dirai plus, si vous vous croyez obligé de m'imiter, vous me feriez un déplaisir sensible. Je vous prie de dîner, Zamet, et de faire dîner vos convives. Madame, balbutia le Florentin, sans vous que devient la fête? Oh! Il n'y a pas de fête possible aujourd'hui, Zamet, pour moi du moins. C'est un vœu que j'ai fait. Et, s'il faut tout vous dire, pour m'excuser devant ces dames, qui m'en voudraient de les affamer, j'ai promis cette petite mortification au pape. En retour des bonnes nouvelles qu'il vous a envoyées de Rome, s'écria Bassompierre. Précisément. Vous tous qui n'êtes pas en de pareils termes de réciprocité avec le Saint-Père, dînez, dînez bien, je le réclame, je l'exige. Et Gabriel scella cet ordre d'un sourire héroïque. Zamet sentit derrière lui Léonore qui lui touchait le coude. Sans se retourner, il lui rendit la pression qui témoignait de leurs mutuelles angoisses. Gabriel dédaigna de voir ce manège. Elle le devinait. Son âme planait trop haut pour analyser ce jeu vil de quelque misérable passion. Eh bien, dit-elle d'un ton de reine, va-t-on dîner? Faut-il que je me retire, si je gêne tout le monde? Zamet s'inclina. C'en était fait. Les assistants, plus que consolés, offrirent à la duchesse leurs compliments, et se dirigèrent par groupes vers la salle du festin. Mais, madame, dit Zamet au désespoir d'un incident si simple, qui renversait tant de plans, quand vous ne nous feriez que l'honneur de vous asseoir à table. Si vous le voulez absolument, répliqua Gabriel, je suis prête. Sinon, je me promènerai dans les jardins pendant que vous ferez dîner les convives, et vous viendrez me retrouver. Je vous attends. Zamet se connaissait en nuances, il vit bien que ce consentement était un refus déclaré. Tout est manqué, nous avons été trahis, dit-il bas à Léonore. Pas encore, répliqua l'Italienne. Madame la duchesse a-t-elle besoin de mes services, dit la Varenne humblement. Non, la Varenne, dîner comme les autres. Madame a l'humeur triste, ce semble, veut-elle que je l'écrive au roi. Au roi? Pourquoi? S'écria la duchesse,
pour réjouir le cœur de Sa Majesté par l'assurance que sa reine le regrette. Ah! Fort bien, écrivez cela au roi si vous voulez, mon ami. En parlant ainsi, Gabriel s'avançait peu à peu dans le jardin, et s'assit, ou plutôt tomba sur un banc de gazon près des serres, les yeux tournés vers la maison d'Espérance, dont on voyait le faîte à travers les feuillages encore clairsemés. Aussitôt qu'elle se trouva seule, elle dit à Gracienne d'une voix brève, saccadée, « A-t-on réponse de Beson ? » « Pas encore, madame. » « Voici le courrier arrive, oui, madame. » « Comme il me fait attendre. Comme il me fait souffrir. » murmura la duchesse. « Ah! Frère Robert, je vous croyais plus dévoué. Ayez donc pitié d'une pauvre femme, frère Robert. Et toi, mon doux ami, mon espérance, ajouta-t-elle en contemplant la maison voisine avec une expression douloureuse, pardonne-moi de tant tarder. Si je ne suis pas déjà au rendez-vous, ce n'est pas que j'ai peur. Ce n'est pas que mon âme ne s'élance ardemment vers la tienne. Tu le crois, n'est-ce pas? Tu le vois du ciel où tu m'attends avec confiance. Mais si j'eusse accepté le repas de Zamet, peut-être serais-je déjà morte, et c'est trop tôt. Avant de partir pour ce voyage, j'ai quelque chose à demander à frère Robert, à notre ami, à celui qui le premier, peut-être, a deviné notre amour. Tu sais ce que je veux de lui, n'est-ce pas, Espérance? On sait tout là-haut. Sois patient. Aussitôt que j'aurai la réponse du bon frère, les serres de Zamet ne sont pas loin, je ne tarderai plus, sois tranquille. Gracienne s'était rapprochée pendant cette funèbre invocation. Gabriel ne l'entendit pas, et dans un transport de douleur, d'impatience, « Ah! Frère Robert » s'écria-t-elle, abrégez mon agonie. Plaît-il, demanda Gracienne, que ce monologue inintelligible achevait d'épouvanter, que parlez-vous d'agonie? Ai-je prononcé ce mot, Gracienne? Mais, au nom du ciel, chère maîtresse, pleurez un peu, pleurez donc, vos yeux secs me font peur. Tais-toi, on vient. C'était Zamet qui, après avoir installé ses convives, accourait pour prouver à la duchesse qu'il ne la négligeait pas. Madame, dit-il, on ne jeûne pas plus loin que midi. Il est 1h30, prenez garde de nuire à votre santé, le roi vous le reprocherait et à moi aussi. Croyez-vous, dit-elle. J'en réponds, s'écria-t-il vivement, croyant qu'elle chancelait dans sa résolution. Acceptez, rien encore, Zamet, plus tard. Oh! Je vous demanderai à dîner, n'ayez pas d'inquiétude. Les préparatifs que vous avez faits pour moi ne seront pas perdus. Il tressaillit, il pâlit, il lui fit pitié. Voulez-vous me montrer vos serres, reprit-elle, on les dit magnifiques cette année, en fruits, surtout. Les raisins ont manqué, madame. Avez-vous beaucoup de pêche? Zamet devint livide. Cet éternel sourire de candeur l'écrasait. Gabriel entra dans la serre, où il la suivit. Elle alla droit au pêcher. Tiens! Je n'en vois qu'une à l'arbre, avez-vous déjà cueilli les autres? Il n'y en a eu qu'une cette année, madame, balbutia le Florentin. Par exemple, elle est magnifique. Jamais je n'en ai vu d'aussi belle. Dire que sans le jeûne je pourrais manger cette belle pêche. La sueur perlait au front de Zamet. Car vous ne me la refuseriez pas, je gage, poursuivit Gabriel toujours souriant,
tandis que le coupable, éperdu, commençait à perdre contenance. Le courrier, s'écria Gracienne, qui courut à la rencontre de cet homme et lui prit des mains la réponse de Beson, qu'elle savait attendue si impatiemment par sa maîtresse. Gabriel saisit vivement le papier et lut. Ses yeux charmants rayonnèrent en regardant le ciel. Ils reflétaient l'aurore de la délivrance. « Est-ce encore une bonne nouvelle ?» demanda Zamet, qui s'était remis en voyant Léonore guetter derrière une vitre, à l'abri d'un large cactus. « Excellente. C'est une partie de plaisir en même temps qu'une œuvre pieuse. Un ami me donne rendez-vous pendant l'office des ténèbres à l'église du Petit Saint-Antoine. Mais c'est dans 1 heure au plus, madame. À peu près. Mais c'est un triste rendez-vous. On dit la musique merveilleuse. Il est vrai qu'elle est incomparable, tout Paris s'y précipite, et vous n'aurez pas de place. Gracienne, envoie retenir pour moi une des petites chapelles latérales et fait avancer ma litière. Zamet regardait et écoutait avec stupéfaction Gabriel, dont les actions et les discours depuis son arrivée n'étaient plus intelligibles pour lui. Tous deux se trouvaient seuls dans la serre, sous le regard fauve de Léonore invisible. « Permettez-moi, dit-il, madame, de trouver votre humeur étrange. Capricieuse, même. Ainsi, je refusais de manger tout à l'heure, n'est-ce pas? Et maintenant, vous acceptez. Oui. Je vais donner des ordres pour qu'on vous serve. » Elle l'arrêta. Non, c'est inutile, j'ai ici même ce qu'il me faut. Elle étendit la main vers le pêcher. Ce fruit, bégaya Zamet. Il est unique. Dans toute la France on n'en trouverait pas un pareil. Il est certain que vous me le destiniez. Pourquoi, puisque vous m'attendiez à dîner, ne l'aviez-vous pas cueilli pour la table? Madame, les fruits vous plaisent mieux sur l'arbre. Gabriel arracha la pêche qu'un fil caché retenait à la branche. Elle la considéra quelques instants dans un muet recueillement. Vous me connaissez bien, dit-elle, vous saviez que je ne résisterais pas au plaisir de la cueillir. Zamet, c'est un piège. Je gage que si je n'eusse pensé à la prendre, vous me l'eussiez apportée vous-même. Mais pourquoi me dites-vous cela, madame, dit le Florentin plus tremblant à mesure que la duchesse devenait plus expansive. Gabriel ouvrit la pêche, et froidement, sans hâte, sans frisson, en mordit et mangea la moitié. Un éclair traversa la vitre. C'était le rayon échappé des yeux de Léonore. « Voulez-vous l'autre moitié, Zamet ?» dit la duchesse avec une ironie de glace. « En vérité, madame, s'écria Zamet, que sa conscience révoltée changeait en spectre. On dirait, à vous entendre, que dirait-on, Zamet, répliqua fièrement la duchesse. Que ce fruit a été préparé pour moi, qu'il est empoisonné. Que vous voulez faire une reine de France et que Gabriel va mourir. Eh bien, qu'importe, si Gabriel, au lieu de se plaindre, vous pardonne et vous remercie. Voyez, nul ne m'a suivi, j'ai écarté tous les témoins, jusqu'à Gracienne. J'ai refusé de m'asseoir à votre table, n'ayez pas peur, on ne vous soupçonnera pas, et je ne veux pas vous perdre, ni vous ni vos complices. Il chancela et faillit tomber à la renverse. Je ne vous demande qu'un service, le dernier, dites-moi seulement si je souffrirai longtemps, ajouta Gabriel. Madame, madame, épargnez un malheureux, répondez oui ou non, je suis pressé.
répondez, vous dis-je, ayez du moins ce courage. Souffrirai-je longtemps sur cette terre? Il joignit les mains, tomba agenouillé, et ses lèvres, en cherchant la robe de cet ange, murmurèrent, non. Tu entends, mon espérance. Jamais, je vous remercie et je vous pardonne. En disant ces mots, elle sortit laissant cet homme noyé de remords et criant au milieu de ses sanglots, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. L'Italienne avait pris la fuite, poursuivie par la voix de Dieu. Gabriel passa outre et regagna sa litière. Les rires et les propos joyeux des convives provoquaient en vain son oreille, déjà elle n'entendait plus qu'une voix venant du ciel. Tout le reste appartient à l'histoire. La duchesse alla dans une chapelle réservée entendre l'office des ténèbres au petit Saint Antoine. Là étaient rassemblés bien des grands, bien des puissants, bien des impies qui se disaient chrétiens. Mademoiselle d'Entragues était venue y suivre les progrès du poison sur le visage de sa rivale. Le peuple qui vit Gabrielle agenouillée, pâle et priant avec ferveur, la bénit et sans doute pria aussi pour elle, douce maîtresse qui jamais n'avait fait de mal et n'avait d'ennemis que ceux du roi. On remarqua près de la duchesse, dans ce coin sombre de l'église, un religieux génovéfen qui vint lui parler longtemps et, plus d'une fois, pendant cet entretien, se frappa la poitrine et baisa la terre dans un morne désespoir. Sans doute elle lui avouait comment elle avait voulu mourir, malgré tant d'avertissements qui eussent sauvé sa vie. Sans doute elle lui confiait ses fautes et implorait le pardon que Dieu ne refuse jamais aux mourants qui le supplient d'effacer leurs souillures. Quant à la demande qu'elle avait à lui faire, elle fut bien touchante et bien digne de l'âme généreuse qui allait quitter ce corps parfait. Car en l'écoutant, le visage austère du moine se mouilla plus d'une fois de larmes. Tandis que la sombre musique résonnait sous les voûtes, que les voix graves et gémissantes tour à tour des chanteurs semaient dans l'air leurs funèbres harmonies, « Frère, dit Gabriel au moine agenouillé près d'elle, peut-être Dieu ne m'aime-t-il plus. Ma mort ne suffira peut-être pas à racheter ma vie, bien que j'aie tâché de ne faire en mourant ni bruit ni scandale. Peut-être n'irai-je point au ciel où est déjà mon espérance, et alors je ne le reverrai donc plus jamais. Ô mon seul appui, ne permettez pas que je sois séparé pour toujours de celui que j'aimerais encore au-delà de la mort. Quand le roi m'aura oublié, quand tout le monde aura désappris le chemin de ma tombe, et que mon fils lui-même ne saura plus lire mon nom sous l'herbe épaissie, je serai donc toute seule. Oh! Je vous en conjure, frère Robert, réunissez-moi à Espérance, mêlez la cendre de nos deux cœurs. Elle n'acheva pas. Un frisson la prit. On l'emporta sans connaissance dans sa litière, et de là chez mademoiselle de Sourdis. C'est moi qui serai reine, se dit Henriette en la voyant passer presque cadavre. Zamé n'avait pas menti, le lendemain elle ne souffrait plus. La Varenne annonça au roi dans la même lettre qu'elle était malade et qu'elle était morte. Il faut rendre à Henri cette justice, qu'il la pleura beaucoup d'abord. Mais l'éloquence de Sully parvint enfin à le consoler. Il avait pleuré 15 jours. Tecvieux épilogue un an s'était écoulé. La cour de France était joyeuse, animée. Jamais on n'y avait entendu plus de bruit galant, vu plus de magnificence, jamais les courtisans ne s'étaient plus divertis. Ces notables améliorations, la France les devait à mademoiselle d'Entragues, reine des fêtes, des amours, reine du cœur de Henri IV et souveraine maîtresse, déclarée autant qu'une pareille femme sait faire déclarer ses droits. Le roi,
comme ces galants entre deux âges qui croient rajeunir parce qu'il essaie de recommencer la vie, bondissait, papillonnait de volupté en volupté. Il riait bruyamment et distillait l'esprit. C'était la mode à la cour depuis que la favorite était la femme la plus spirituelle de France. On se querellait, on se raccommodait, on mettait tout le monde dans la confidence, le temps était passé des discrétions, des mystères, des chastetés du cœur. Tous ces gens-là, évidemment, cherchaient à étourdir quelqu'un ou à s'étourdir eux-mêmes. Peut-être au milieu de ces turbulences on distinguait quelques songeurs. Peut-être les plus bruyants étaient-ils ceux qui songeaient le plus. Toujours est-il qu'au commencement d'avril 1600, un grand carrosse escorté par des gardes et des cavaliers empanachés partit paisiblement pour Paris du château de Saint-Germain. Dans ce carrosse étaient le roi, mademoiselle d'Entragues, Marie Touchet et Bassompierre. Bassompierre, jeune, affamé, peu scrupuleux, se mettait volontiers de tous les échos, pourvu qu'il y eût à rire et à faire du bénéfice. Marie Touchet, fardée et luisante, se tenait si roide que son front atteignait la voûte du carrosse. Elle aimait à se figurer que tous les passants la prenaient pour sa fille, et ce lui était une sensible joie. Le roi, moitié gai, moitié gêné, lui disait sans gaillardise. Évidemment, il cherchait à faire naître une conversation pour en détourner une autre. Quant à Henriette, son attitude n'était pas équivoque, elle boudait. Si l'on veut savoir pourquoi, peut-être pourrons-nous aider le lecteur. Depuis quelque temps, Henriette avait repris sa place dans les habitudes royales. Beaucoup par son astuce, beaucoup par faiblesse du roi, les choses s'étaient renouées comme si jamais elles n'eussent eu de raison pour se dénouer. Jamais Henriette n'avait fait allusion aux événements, à la tempête dont sa rivale avait été victime, jamais le roi, qui pourtant eût eu beaucoup à dire, beaucoup à questionner, n'avait rien dit, rien demandé à Henriette sur certains rendez-vous donnés par elle à Fontainebleau et sur les catastrophes qui l'avaient suivi. Il résultait de cette réserve réciproque, que mademoiselle d'Entragues était à 100 lieues de supposer que le roi ne la regardât pas comme la candeur personnifiée. Il résultait que le roi acceptait ce rôle d'amant crédule avec tous ses bénéfices, c'est-à-dire qu'il vivait sur l'apparence, savourait l'extérieur, et gardait sa pensée et son cœur absolument libres. Les Entragues étaient persuadés entre eux que jamais Henri n'avait été aussi étroitement garrotté. Toute la cour le pensait comme eux, et en riait. Mais la France n'en riait pas. Quand on voyait mademoiselle d'Entragues railler, vexer, châtier même, au besoin, ce roi révéré par toute l'Europe, on se disait avec effroi qu'un vieillard courbé sous un pareil joug n'aurait jamais la force de le secouer. Le fait est que, souvent toute la nichée des Entragues, fière de son intrusion dans l'air royal, se demandait maligniment, comment nous casserait-il, même s'il le voulait. Toutefois, c'était peu de régner de fait. Le nom de reine est tout pour une ambitieuse. Henriette songeait à la promesse signée du roi. Qui à terme, ne doit pas, dit le proverbe. Mais Henri, n'ayant pas fixé de terme dans son engagement, devait. Chaque jour était pour lui l'échéance. Quelquefois les Entragues s'admiraient d'avoir été si délicats. Un an passé. Sans sommation faite au roi d'avoir à exécuter la promesse souscrite. Un an. Les convenances les plus sévères se fussent contentées de 3 mois de deuil. Aussi, dans leurs conciliabules fréquents, le père, le frère, la mère et la fille s'exhortaient-ils mutuellement à stimuler l'insouciance du débiteur.
Certains hommes ne paient que contre un. Henri, il faut bien le dire, payait peu et narguait les Rakers. Henriette mit toute son adresse à pressentir le roi sur ses dispositions. L'adresse n'ayant pas réussi, elle employa le canon. Un jour, elle raconta que des bruits circulaient en Europe sur certains mariages royaux. Le roi l'interrompit en goguenardant. « Laissez circuler, dit-il, et il partit pour la chasse. Une autre fois, Henriette se plaignit d'avoir été insultée par des croquants qui l'avaient appelée la maîtresse du roi. Elle en pleurait de honte. Vous avez tort de pleurer, mamie, répliqua Henri, n'est pas mon maître qui veut, et il partit pour le conseil. Enfin, Henriette ayant tenu conseil aussi, dit au roi dans un de ces bons moments que Virgile appelle les molles habitus et tempirudene, je crois, cher sire, que nous avons quelques petites affaires de procureur à régler ensemble. Voudriez-vous que je vous envoyasse mon père ? Henri accepta, rit beaucoup de la proposition, appela Monsieur d'Entragues cher beau-père, et partit pour une revue. Monsieur d'Entragues fourbit sa chicane tout à neuf, prépara des rerengs, tendit des traquenards et attendit l'audience, mais Henri n'eut jamais le temps. En vain Henriette rafraîchit elle cette mémoire ingrate, l'affaire ne fut pas évoquée. Henriette maugréa, se fâcha et bouda. Henri ne parut pas sans apercevoir d'abord. Puis, comme ses mines longues le gênaient, l'empêchaient de dîner heureux et de digérer en paix, il essaya de composer. On lui fit entrevoir un bout d'ultimatum. Il fit l'aveugle. On bouda plus que jamais. C'est là, sur cette case difficile de l'échiquier, que nous venons de retrouver les adversaires après toute une longue année d'absence. Henri, ennuyé, revenait à Paris. Henriette et sa mère y étaient appelées par un intérêt capital. Monsieur d'Entragues le père voulant contraindre le roi à une explication, sinon par corps, puisqu'il était insaisissable, du moins par procuration, avait demandé audience à Monsieur de Sully, et, pour mieux expliquer la situation au ministre, devait conduire Henriette à l'Arsenal. Henriette, tout en boudant, faisait rage pour donner de la jalousie à Henri. Elle agaçait Bassompierre. Ce pauvre roi souffrait et avait trop d'esprit pour le laisser voir. Bassompierre aussi avait trop d'esprit pour faire longtemps souffrir le roi. Cependant, il craignait d'offenser la vindicative favorite, de sorte que ce voyage en carrosse était insupportable aux 4 voyageurs. Tel est l'exposé de la narration. Nous avons décrit le lieu de la scène, l'attitude des personnages. À Neuilly, le roi trouva ses chevaux qui l'attendaient, on ne sait pourquoi. Il sortit du carrosse, emmenant Bassompierre sans donner aucune raison satisfaisante, ce qui acheva de porter la colère d'Henriette jusqu'à l'exaspération. Ce nuage creva sitôt que les 2 dames furent seules, tête à tête dans le grand carrosse. Marie touchée compara cette étrange conduite du roi avec les plus mauvais jours de Charles IX. Au moins, dit-elle, mon roi avait un avantage, il entrait en fureur. C'est une ressource immense pour les pauvres femmes. Votre roi à vous, ma fille, n'est pas maniable, il ne se fâche jamais, il rit toujours, c'est odieux. Odieux, répéta Henriette. Jamais d'explication possible avec lui. Si nous n'en avons pas avec lui, ma mère, nous en allons avoir avec Monsieur de Sully. Va-t-il être stupéfait, le ministre? Va-t-il rentrer sous terre à la vue de l'engagement qui lie son maître,
car je gage que le roi a eu la poltronnerie de ne l'avouer à personne. Allons-nous en finir avec les ricanements, les subterfuges et les mystères de Sa Majesté très rusée? J'espère, dit pesamment Marie touchée, que vous vous souviendrez de l'insistance que je mis à exiger cette promesse du roi. Elle nous sauve aujourd'hui, je l'avais prévu. Prévoir, c'est pouvoir. Vous êtes Minerve en personne, madame, dit Henriette. On arriva chez monsieur d'Entragues. Là, on recorda la leçon. Monsieur de Sully avait envoyé l'audience requise. Le père tira du plus sûr de ses coffres la promesse royale. On la lut, on la relut, on en analysa tous les sens. On se convainquit pour la 1000e fois que le titre était inattaquable, invincible, écrasant. Marie touchée se mit au bain, et la future reine partit avec son père pour l'Arsenal. Sully travaillait dans son grand cabinet dont les fenêtres regardent la rivière en face l'île d'Entragues. Il faisait ce jour-là grand soleil sur les papiers du ministre. Ce joyeux rayon lui avait échauffé les idées, il grognait et chantonnait tout en prenant ses notes, comme c'était sa coutume dans les jours de belle humeur. Il avait dû avertir les huissiers de l'illustre visite qui l'attendait, car monsieur d'Entragues et sa fille furent introduits avec empressement dès leur arrivée. Nul ne jouissait de ce privilège chez Sully, le plus jaloux homme d'État qui ait jamais pratiqué la science de faire respecter le pouvoir. À la vue d'Henriette, il prit un air presque galant et offrit un siège. Monsieur d'Entragues s'assit près de sa fille. Sully demeura debout. « Quel heureux hasard vous amène, dit-il, au milieu de mes gros canons. Un motif des plus sérieux, monsieur, et mon père va vous l'exposer, répondit Henriette du ton qu'une reine eût pris en son lit de justice. J'écoute, madame, dit Sully impassible. Mais seriez-vous assez bonne pour me permettre de cacheter cette lettre que le roi m'ordonne d'écrire au brave Crillon, en Provence? Faites, monsieur, de grâce, dit le père d'Entragues. Sully fit fondre la cire, sans regarder personne en face. C'est, dit-il, pour le Complement, à propos d'un anniversaire bien triste, la mort d'un charmant jeune homme. Et ne l'avez-vous pas connu? Tout le monde le connaissait. Espérance, un être parfait. Ce sont ceux-là qui nous quittent. Tout en parlant, le ministre cachetait la lettre, il ne put voir l'expression de sombre défiance qui passa, comme un nuage sinistre, sur les traits d'Henriette. Quoi, il y a déjà un AN, s'écria le père Entragues, il y a donc aussi un AN que la duchesse de Beaufort est morte. Comme le temps passe. Me voici tout à vous, dit Sully, qui venait de faire expédier la lettre. Et il s'assit en face de ses hôtes. Monsieur, dit le plaignant, nous venons à vous, qui êtes la droiture et la fermeté, pour vous faire part d'une situation difficile où le roi a mis notre famille. Bah! Comment cela? Répliqua Sully. Le roi fait à mademoiselle d'Entragues un honneur bien grand, puisqu'il a daigné la choisir pour compagne, mais cet honneur souffre quelque atteinte en ce moment. Je ne saisis pas bien, dit Sully, en approchant son siège. Le sujet est délicat, et je crains de m'expliquer trop clairement. Vous avez tort, mon père, interrompit Henriette avec impatience. Les demi-explications ressembleraient trop à ce dont nous venons nous plaindre. C'est des demi-explications que nous voulons sortir, et, pour en sortir, nous réclamons une main vigoureuse.
monsieur, le roi me traite en maîtresse, et je ne suis pas sa maîtresse. Bah, s'écria encore Sully avec une candeur qui eût fait la réputation d'un acteur comique, quoi? Vous n'êtes pas la maîtresse du roi? Eh bien, il faut que vous me le disiez pour que je le croie. Je suis sa femme, monsieur. Oh! Oh, dit le ministre, dont la fausse bonhomie ne pouvait réussir à vaincre un sourire, voilà qui me surprend plus fortement encore. Voici la promesse de mariage, monsieur, dit Antragues, écrite et signée par le roi. Je la crois en bonne forme, et vous? On comptait sur l'effet de ce coup de tonnerre. Mais Sully le supporta mieux qu'on eût cru. Une promesse de mariage, répondit-il, c'est prodigieux. Vous ne supposez pas, dit Henriette avec une hauteur dédaigneuse, que j'eusse accepté sans cette promesse, la qualité de maîtresse du roi. J'ai trouvé la honte au vestibule, mais l'honneur viendra. Comment, le roi vous a signé une promesse de mariage? Répéta encore Sully, les yeux fixés sur le papier précieux que M. d'Entragues lui tendait sans s'en dessaisir. Oui, ma foi. Cela ressemble bien à la signature du roi. Comment? Ressemble, s'écria le père, douteriez-vous de l'authenticité? Non pas, non pas, non pas, c'est que vous manifestez un étonnement plus qu'étrange, interrompit Henriette, et je ne me rends pas bien compte d'un saisissement pareil. Me jugeriez-vous à ce point indigne? Ah! Madame, vous me comprenez mal. Vous réunissez en vous tous les mérites, vous êtes, comme dit le saint roi prophète, un vase de perfections. Mais je m'étonne encore que le roi ait signé cette promesse. C'est mal? Que voulez-vous dire, monsieur? Sully se mit à hésiter avec délice. Il jouait avec la proie. Le roi ne devait pas, le roi eût dû réfléchir, le roi a commis là un véritable manque de foi, dit-il. Envers qui donc, monsieur? Demanda Henriette fort intriguée. Mais envers vous, madame. Comment? Vous avez dans les mains un pareil engagement, le roi le sait, et il va, vous ne me croiriez jamais si je vous le disais sans être appuyé d'un témoignage. Ah! S'écria-t-il en se frappant le front, j'oubliais que j'ai justement là, dans l'antichambre, le témoin le meilleur, le témoin essentiel. Sully sonna une clochette. Faites entrer la dame qui attend ici près, dit-il à l'huissier. Henriette et M. d'Entragues se regardaient sans rien comprendre à toutes ces fluctuations d'un homme si net de sa nature. Ils entendirent le frôlement d'une robe au panneau du corridor, et l'italienne Liénore apparut dans une parure aussi brillante que fièrement portée. Liénore chez Sully. Liénore grande dame. Henriette en poussa un cri de surprise, elle en eut le frisson. L'italienne regarda froidement, et sans paraître la connaître, celle qui, l'an passé, la protégeait, la payait et la chassait selon son caprice. Que désire monsieur de Sully de sa servante, dit-elle en français avec un accent toscan des plus marqués. Signora de Galigai, voudriez-vous avoir l'obligeance de nous dire quel jour vous avez expédié l'acte à Florence? Le jour même où il a été signé, avant-hier, Seigneur, dit Liénore les yeux fixés sur Henriette, que ce regard provocateur faisait pâlir. De quel acte s'agit-il donc? Demanda M. d'Entragues. De l'acte de mariage, Seigneur. De qui? S'écria Henriette le cœur défaillant.
Léonore d'une voix ferme, du roi, dit-elle, avec ma maîtresse, la princesse Marie de Médicis, fille du grand-duc de Toscane. Le roi est marié, s'écria monsieur d'Entragues. Parfaitement, répondit Sully. Grande affaire pour la France. Mademoiselle d'Entragues tomba dans les bras de son père. Mais la rage lui rendit bientôt des forces. Elle se releva tremblante, farouche. Le père, au contraire, se laissa choir dans un fauteuil, écrasé sous sa montagne de chimères. C'est une lâche trahison, murmura Henriette, dont je sommerai le roi de me faire raison devant le monde entier. Raison, dit Sully avec un singulier sourire, voulez-vous que je vous en donne une, d'abord? Et il alla ouvrir, avec une petite clé, son tiroir, d'où il sortit un papier taché de quelques gouttes de sang. C'était la lettre d'Henriette à Espérance, la lettre remise au roi à Fontainebleau, et que Sully avait réservée pour une occasion suprême. La malheureuse Entragues faillit mourir de honte et de terreur en la reconnaissant. Trouvez-vous la raison valable, dit le ministre, qui ne prenait plus la peine de dissimuler l'ironie. Henriette s'appuya, la sueur au front, sur le marbre de la cheminée. Écoutez, reprit Sully à demi-voix, j'ai une proposition à vous faire. Le mariage du roi annule votre promesse. C'est un papier qui ne vaut plus rien. Cependant je vous l'achète. Elle leva la tête. Et je la paye avec votre billet. Est-ce accepté? Henriette réfléchit un moment. L'horrible surprise avait décomposé ses traits. On eût dit une statue d'argile. Mais réveillée par le sourire triomphant de Léonore, qui semblait la défier, fascinée par la vue de ce sang qui lui rappelait tant d'affreux souvenirs, tant de crimes inutiles. Eh bien, j'accepte, dit-elle. Sully prit la promesse et lui donna le billet, il brûla l'une tranquillement, elle mit l'autre en 1000 pièces avec une ardeur qui tenait du délire. Oh, disait-elle en grinçant des dents à chaque fragment que broyaient ses ongles, je te paye bien cher, l'être infernal. Mais enfin tu n'existeras donc plus. Quant au roi, quant à la vengeance, eh bien. Nous verrons plus tard. Elle prit le bras de son père, qui regardait sans voir, d'un œil hébété. Elle l'arracha de son fauteuil et partit, n'osant pas regarder Léonore, qui riait silencieusement, et Sully qui prodiguait les révérences. Astérisque 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 la reine Marie de Médicis fit, peu de temps après, son entrée à Paris. Elle venait de Lyon, où, 2 mois avant, le roi impatient, était allé la voir et l'épouser. Tout le peuple de la grande ville s'empressait dans la rue Saint-Antoine, aux environs de la Bastille, sur le chemin que devait parcourir le cortège de la nouvelle reine. Aussitôt que le mariage du roi eut été publié, consommé, et que le bruit se fut répandu même que déjà cette union promettait des fruits, Crillon, qui s'était retiré dans ses terres en Provence, avait reçu des Génovéfins une lettre ainsi conçue: Monsieur et cher Seigneur, la volonté dernière de Madame la Duchesse fut d'être inhumée en notre église de Beson. Mais, vous le savez, elle manifesta encore un autre vœu qui devait recevoir son exécution du jour où ladite dame serait oubliée du monde. Je crois que ce jour est arrivé, nul déjà ne prononce plus son nom, elle est bien oubliée, mais moi qui n'oublie pas, je vous rappelle la promesse faite à cette illustre dame, et vous attends à Paris pour m'aider à la réaliser. J'ai prévenu monsieur le chevalier de Paantise, qui a demandé un congé à cet effet, et attend vos ordres.
Frère Robert. Crillon ne se fit pas attendre. Il trouva Panthise au rendez-vous, rue de la Cerisaie, à l'endroit où s'élevait, l'année précédente, la maison d'Espérance. L'édifice avait disparu. Plus une pierre, rien n'en rappelait le souvenir. L'homme inconnu qui avait fait bâtir ce palais pour Espérance était venu le faire raser après sa mort. Quant au jardin, désert et magnifique dans sa liberté sauvage, il était devenu lieu d'asile pour des milliers d'oiseaux qui fourrageaient les massifs, jouissaient seuls des fleurs, et nichaient dans les rosiers changés en buissons touffus. Au premier coup d'œil que le Génovéfen jeta sur ces deux hommes, il s'aperçut bien que non plus n'étaient pas de ceux qui oublient. Panthise, vieilli de 10 ans, avait les yeux éteints, les traits ravagés. Crillon, jusque-là respecté par les fatigues, par les blessures, par la gloire, s'était voûté tout à coup comme un vieillard. Quand le malheureux garde s'approcha du général et courba le genou devant lui avec une respectueuse douleur, Crillon le releva, lui serra la main, mais frère Robert remarqua qu'il ne l'embrassait pas. Crillon, voyant ce jardin plein de parfums et d'ombre, en partant d'ici, dit-il, notre Espérance va donc perdre toutes ses fraîches fleurs. Il en aura de plus belles, dit frère Robert, que depuis un an je cultive là-bas en l'attendant. Sous les sapins, près de la fontaine, reposait le corps d'Espérance. Frère Robert, Crillon et Panthise l'enlevèrent pendant la nuit, en attendant une litière qui devait l'emporter le lendemain à Beson. Comme une roue s'était brisée et qu'il fallait y faire travailler l'ouvrier, la litière ne put partir de Paris que vers 2 heures. Elle traversait la place Saint-Antoine au moment où débouchait du faubourg, aux acclamations d'un peuple enivré de joie, le carrosse tout doré du roi et de la reine. Dans l'escorte, le comte d'Auvergne grimaçait l'enthousiasme, Liénore et Consinot, splendides tous deux, rayonnaient d'orgueil. Le char de triomphe dut s'arrêter un moment pour laisser passer le char funèbre. C'était la joie de la vie rencontrant la joie de la mort. Henri menait sa femme couchée au Louvre, Espérance allait dormir à Beson, près de sa fiancée. Fin tabli. Le roi te touche, Dieu te guérisse. De la griffe de Proserpine 3. Comment la Ligue servit à battre l'Espagne et réciproquement 4. Première chasse v Miséricorde 6. L'île Louviers 7. La vengeance du Père 8. Le sang pour le sang 9. Ayoubani X. Ou le tonnerre gronde 11. Les 3 ours d'or 12. Les bains de Gabriel 13. Conseil de famille 14. La réparation 15. Des dangers de la jalousie 16. La grange de la chaussée 17. À Indienne, Indienne et demi 18. Le doux Espérance 19. Séparation XX. Entrague et intrigue XXI. L'aveu XXI. La prophétie de Cassandre Txieu. Où Panthise trouve l'occasion promise Txiv. Amour XXV. La treille de l'orangerie XXVI. Le dernier rendez-vous Tecvi. Ténèbres Tecvieux. Épilogue fin. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book Label Gabriel Tome 3 astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you,
can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license.
You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général